On va tout de suite passer à la deuxième partie de cette émission avec la chronique de l'ami Pierrot. Ah. Voilà, qui va encore nous raconter les mots qu'il a mis sur le papier à l'aide de son stylo. Ouais, j'ai plein de choses à vous dire. C'est trop bien, j'ai hâte que tu nous racontes. J'ai pas écrit grand chose, mais j'ai des choses à vous dire. Et c'est bien là le principal. Ouais. Bah on peut envoyer. Ah oui, c'est vrai que t'as un petit truc. On peut y aller. T'es pas en place aujourd'hui, Elodie. Non, là pas non, du tout. Mais aujourd'hui, tu sais, je le sens un peu... En plus, je sais même pas où je l'ai foutu ton truc. Mais je pense que c'est sa chronique qui a vraiment déteint sur lui. Ouais, y a moyen. C'est ça. Il s'est mis dans le personnage. Ouais, complètement. Mais il le fait bien. Ouais, bah je suis hyper... À s'y méprendre. Ouais. C'est parti, je peux envoyer ? Let's go. Allez, on y va. Allons-y. Bien sûr, je trouve. Mais toi, j'ai chanté 17 ou 18 ans. J'étais vomir avant chaque tour de chant, de peur. D'ailleurs, en avion, parfois, j'ai très peur. Et je fais du voilier, parfois, j'ai très peur. Cela dit, un homme qui n'a pas peur, c'est pas un homme. L'important, c'est d'assumer sa peur. Ça, c'est ça. Mais qu'on ne vienne pas me dire quand il n'a pas peur, c'est un fou. Il faut l'enfermer. Souvent, il tue ses victimes uniquement pour disséquer leurs cadavres. Vous souvenez-vous de Marie Bénard, celle qu'on appela successivement l'empoisonneuse de Loudun ou la bonne dame de Loudun? L'effet des épingles retrouvées dans la panse des vaches de mesdames Juquel et Tournebise. Toutes leurs vaches, brebis, lapins ont ainsi été décimées par ces épingles maudites, malgré le collier d'ail dont l'objectif est d'éloigner les esprits. Ah, merci. Bon, aujourd'hui, j'avais pas parlé de la bêtise parce que ça m'emmerdait un petit peu. Et je me suis dit, qu'est-ce qui est proche de la bêtise et qu'on associe souvent à la bêtise d'ailleurs? La peur? Je sais pas si ça s'associe. En tout cas, on l'associe souvent. Ah ouais ? Ok. Ça me paraît pas fluide. Ça te paraît dit pas comme fluide ? ça. Ok, exemple. Peur de l'autre. Ok. Choix politique bizarre. Cette peur-là. Cette peur-là. Ok. Souvent associée. Enfin, quoi qu'il en soit, souvent on associe la peur et la bêtise. Enfin, en tout cas, moi je l'entends comme ça. Mais la peur, c'est quoi ? Grande question, non ? C'est dur. Il est dur, hein. Il est Commencer dur chronique aujourd'hui. comme ça avec Ah ouais, je suis dur des aujourd'hui. questions. La peur, c'est quoi ? La peur, c'est une angoisse irrationnelle. Ok, ça c'est une bonne définition. Henri ? Quelque chose ? Pour moi, c'est quand on connaît pas quelque chose. C'est quand on connaît pas quelque chose, tout simplement. J'allais dire quelque chose d'inconnu, mais du coup, oui, on connaît pas. Tiens, il y a quelque Mais chose... tu vois, Hmm. quand on a peur d'un animal, souvent c'est parce qu'on le comprend pas, on le connaît pas. Tu vois. Les gens, souvent, ils se font ce truc-là, ils ont peur par exemple des araignées. Ils côtoient des araignées, on leur explique comment ça fonctionne, nanana, et ils en manipulent, etc. Une fois qu'ils connaissent bien le truc, ils en ont moins peur. Tu vois. Alors, Il y a un peu le truc de la peur de l'inconnu aussi. c'est vrai. Tu dis quelque chose d'intéressant, parce que c'est vrai qu'on avait déjà parlé du fait que nommer la chose, ça lui faisait perdre un peu ce caractère irréel et dangereux. C'est vrai que par le savoir, on peut apprivoiser un peu le monde, et c'est vrai qu'il fait moins peur. Mais la peur en soi, c'est quelque chose de très archaïque qui sert à l'humain pour se défendre et pour survivre. C'est un truc qu'on a hérité de l'époque où on courait en slip dans les cavernes et dans les plaines, et où on se faisait courir après par des loups et des ours, etc., etc. Et cette peur, elle se passe en plusieurs étapes. Première étape, la reconnaissance de l'objet qui fait peur. Exemple, Dr Chon croise un ours alors qu'il est tranquillement dans son canapé. On peut se poser la question de pourquoi il y a un ours dans son canapé. Mais bref, donc Dr Chon repère l'ours et son corps va se mettre à réagir. Comment est-ce que son corps va réagir ? Eh bien, il va se préparer à deux éventualités
qui pourrait peut-être lui sauver la vie. Éventualité 1, Fuir, la fuite. Éventualité 2, se battre. exactement, le réflexe fuite, combat. Et pour ce faire, son corps va accélérer son rythme cardiaque, accélérer ses respirations et provoquer une sudation. Ça, ce sont les 2 premiers cas face à un objet de peur. Le 3e cas face à un objet de peur, c'est le figement. Exemple, je ne peux pas échapper à l'ours, je ne peux pas me battre contre l'ours, donc je me fige. Et c'est au point où on se fige que rentre en compte le principe de traumatisme. C'est-à-dire que je me fige face au danger et je sors de mon corps pour ne pas avoir à ressentir le fait qu'on va me manger. C'est ce que ressentent les gens, par exemple, qui ont des accidents de voiture et qui disent qu'ils se voient de derrière. Ou les agressions sexuelles. Et c'est pour ça que les femmes, ou n'importe qui se fait violer, ne peut pas crier, puisqu'il n'est pas dans son corps, puisqu'il est en train de vivre sa propre mort à lui-même. Souvent on leur dit pourquoi tu t'es pas défendu. Exactement. C'est juste pas possible en fait. Moi j'ai peur tout le temps, un peu comme Brel il le disait là dans cette introduction. Et je trouve qu'il a bien raison de le dire, parce qu'on ne parle pas souvent assez de la peur. Là j'ai peur par exemple. J'ai peur quasiment tout le temps. Et c'est très important pour le corps et pour l'esprit, la peur. C'est ce qui nous permet, ça permet à un point de nous développer quand même. Chez les enfants, il y a toujours un moment qui est un petit peu phobique. Est-ce que vous avez eu des moments phobiques, vous ? Bien sûr. Ouais. Je pense que c'est évident. On apprend en ayant peur. Donc, je pense que, je sais pas, moi j'avais peur des requins et des alligators quand j'allais à la piscine. Tu vois quoi ? L'eau, quand l'eau, je voyais pas le fond. J'étais en mode, il y a un monstre qui va arriver des profondeurs et qui va venir me grailler. On en parlera après. Et je savais pertinemment, même enfant, que ce n'était pas possible. C'est-à-dire que j'arrivais à rationaliser le truc en me disant, non, on est dans une piscine municipale, tu risques de choper des infections et de boire de la pisse, mais pas de te faire croquer les pieds par un alligator. Et pourtant, ça m'effrayait plus que l'autre choix. Il y a le petit coup de pression aussi, tu sais, quand t'éteins la lumière du couloir et t'as tout le couloir à faire, ou tu sais, de l'escalier avant de le monter. On a tous ce petit coup de pression, tu vois, tu te mets à courir et tu penses qu'il y a quelqu'un qui va te suivre. Effectivement. Comme le mec qui avait peur qu'il y ait un monstre sous son lit et il a juste réglé le problème en coupant les pieds de son lit, quoi. Voilà. Effectivement. On peut plus aller sous le lit, donc il a plus de dessous le lit, donc il y a plus de monstre sous le lit. Bon, il va falloir parier que la peur se déplacera, c'est le problème. On passe tous par un moment phobique dans l'existence humaine. Il y a toujours un moment où d'un seul coup on se met à avoir peur d'un truc. Et ça a été découvert, ou en tout cas expliqué la première fois par un mec qui écoutait ses patients quelque part à Vienne dans les années 1900, qu'on appelait Sigmund Freud. Et Sigmund Freud, un jour, on lui amène un gosse qui s'appelle Hans, le petit Hans. Et le petit Hans, il a peur des chevaux. Avoir peur des chevaux, c'est chiant quand t'es en 2025, mais c'est pas chiant de ouf, parce qu'il n'y a pas tant de chevaux que ça. Par contre, avoir peur des chevaux en 1909, c'est hyper chiant, parce que dès que tu dois aller quelque part, c'est à cheval. Donc, c'est comme si t'avais peur des voitures aujourd'hui. Alors Sigmund, il allonge, il lui parle à ce gamin, et puis il essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe dans sa tête. Et très vite, il se rend compte qu'en fait, il n'a pas peur des chevaux. Que quelque part, au fond de son inconscient, il n'a pas du tout peur des chevaux, il a peur de son père, il a peur que sa mère lui fasse du mal, il a peur qu'on l'empêche d'être un homme, mais il n'a pas peur des chevaux. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, mettez-vous à la place de l'inconscient. Est-ce que c'est possible d'avoir peur de ton objet d'amour numéro 1 ? C'est-à-dire ta mère. Est-ce que c'est possible d'avoir peur de ton objet d'amour numéro 2 et ton objet d'identification aussi, c'est-à-dire ton père ? Si tu te mets à avoir vraiment peur de ton père, mais vraiment profondément peur, quelque chose qui te fige, ça veut dire que le jour où tu vas devoir devenir comme ton père, parce que grandir, c'est devenir un peu ses parents, tu vois bien que ça va bloquer. Ça veut dire, ça reviendrait à avoir peur de soi-même, à avoir peur de ce que tu vas devenir par la suite. C'est là que la phobie, elle rentre en jeu. La phobie, elle prend la peur qui est un petit peu contradictoire dans ton esprit, celle qui te détruirait si tu la vivrais vraiment au grand jour, et elle vient la mettre sur un point précis de la réalité. Et voilà, le tour est joué. T'as peur, mais t'as plus peur de ton père, et tu lui tiens la main dans la rue, pour qu'il te protège des chevaux. Alors que, en fait, inconsciemment, t'as pas peur du cheval, t'as peur du mec qui est en train de te tenir la main pour te protéger du cheval.
C'est ouf, non ? Ouais. C'est une forme de protection non, pour le cerveau de déplacer le... Exactement, c'est tout à fait une protection, au même titre que la dissociation traumatique, de laquelle on vient de parler juste avant. Une autre protection. Il y en a plein des protections comme ça. Et donc, généralement, cet effet phobique, il vient à se résoudre naturellement, avec la filiation, etc., etc. L'enfant, il rationalise, comme tu disais, Dr. Champ. Mais il y a des gens qui restent là-dedans toute leur vie. Hein. Ils sont phobiques, et après, ça s'installe, ça s'encrasse, et c'est compliqué à aller chercher comme problème. Et en me posant la question de la phobie, c'est intéressant, et ce qu'il y a d'encore plus intéressant dans la phobie, c'est l'objet, la phobie. Il est hyper multiple. Et en me posant cette question, j'en suis venu à la conclusion qu'il serait intéressant que je vous parle des monstres. Les monstres, étymologiquement parlant, ça vient de monstrum. Et monstrum, en fait, c'est un terme grec qui veut dire que les dieux sont en train de t'avertir de quelque chose. Étymologiquement parlant aussi, c'est très proche de monstrare. Et monstrare, ça veut dire montrer. Un monstre, même si le rapprochement lexicographique n'est pas tout à fait correct, il vient quand même montrer quelque chose. De quelque chose dont on a peur, de quelque chose qu'on n'arrive pas à dire, ou en tout cas qu'il est impossible de dire, ou qu'il est tabou de dire. J'adore les monstres. Il y en a tellement des oufs, et j'arrête pas d'y penser. D'ailleurs, je vous ai demandé d'y penser avant que vous arriviez. Mais avant qu'on commence, j'aimerais bien vous raconter une histoire, parce que ça va nous servir pour la suite. Ok ? Donc, on est en 1966 et Dino Buzzati, un auteur italien qui est vraiment cool, sort un recueil de nouvelles qui s'appelle Le Cas. Et dans ce recueil de nouvelles, il y a la nouvelle éponyme qui s'appelle Le Cas. Exactement. Et qui parle d'une attaque de monstres sur un bateau. Mais, bien que cette nouvelle soit très intéressante, c'est pas du tout de celle-ci dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle qui s'appelle L'Ascensore. Oui, il faut le dire avec les mains. Italia. Eh oui. J'adore le couscous. Donc, l'ascensore, traduction l'ascenseur. Et je vais vous en faire un petit, un petit résumé, si vous le voulez bien. Dino, il va hyper bien et aujourd'hui, il doit descendre de chez lui. Dino, il dit qu'il doit descendre de chez lui parce que Dino, il habite dans une grande ville et il habite dans un grand immeuble qui est au 31e étage. Alors Dino, il sort de chez lui et ça tombe bien parce que à chaque fois qu'il sort de chez lui, il se dit peut-être que je vais la croiser, elle me plaît beaucoup cette fille et j'aimerais bien réussir à lui parler un jour. Enfin, c'est pas la question en ce moment. Il est juste en train d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur et l'ascenseur arrive. Les portes s'ouvrent et quand les portes s'ouvrent, Dino remarque qu'il y a 2 autres boutons qui sont allumés. L'étage 24 et l'étage 27. L'étage 27, on s'en fout un peu. En revanche, l'étage 24, c'est l'étage de la fille. Il le sait parce qu'il la croise toujours. Tous les matins, elle prend le même ascenseur que lui, enfin souvent, et il la croise, etc., etc. Il est amoureux. C'est dingue. Donc, Lino prend une grande inspiration, il rentre dans l'ascenseur et comme tout le monde, il lit les panneaux qui sont écrits sur l'ascenseur avec le poids. C'est un ascenseur qui va très vite normalement, mais c'est un ascenseur des années 60 et donc il y a 2 vitesses. Et il arrive à l'étage 27. Et effectivement, elle monte. La fille monte et Dino dit rien à part un bonjour. Elle a l'air un peu stressée, un peu bloquée. Vous savez, petite bouche bien sur elle, etc. Les portes se referment, l'ascenseur descend et quelqu'un monte dans l'ascenseur. C'est un vieux. Il a une valise. Les portes se referment. On est au 24e étage et l'ascenseur se met à aller particulièrement doucement. Mais genre, vraiment doucement. C'est un ascenseur qui est fait de manière à ce qu'il y ait un hublot et du coup on voit les étages qui défilent, donc on voit qu'on va vraiment doucement et on voit à quel étage on est, puisque à chaque fois qu'on passe un étage on voit par le hublot marqué 23, 22, 21. L'ascenseur il met au moins une demi-heure, 1 heure à arriver au premier étage. Alors le vieux commence à faire une blague, il dit bah je comprends pas, pourtant on est que 3, je suis pas si gros que ça. Et Lino lui dit oui c'est bizarre, qu'est-ce que vous avez dans votre valise? Il dit moi pas grand chose, pourtant elle devrait pas être si lourde. Voilà, on fait un peu connaissance, c'est des moments un peu bizarres, tu sais, ces moments où t'es bloqué avec des gens. Tu dis bon l'ascenseur il déconne un peu, voilà. Ça fait une demi-heure qu'ils sont dans l'ascenseur et que l'ascenseur descend tout doucement et ils arrivent à l'étage 0. Ça tombe bien, puisqu'ils vont enfin pouvoir être délivrés de ce moment hyper gênant. Lino, il n'a pas réussi à parler à son amoureuse, mais bon.
Ils arrivent à l'étage 0 et surprise, surprise, l'ascenseur ne s'arrête pas. Et il descend, et il descend, et il descend. Et ça va durer longtemps, cette histoire. L'ascenseur continue de descendre, et à mesure que l'ascenseur descend, les mouvements des personnages commencent à se libérer un petit peu. Ils commencent à parler entre eux, ils font connaissance. Forcément, ils sont pris dans une situation un peu extraordinaire. Alors, Lino, il explique que lui, il est dans le commerce, et il demande au vieux ce qu'il fait. Et puis, le vieux lui dit « Ah, moi, je suis commerçant, philosophe, médecin, comptable, ingénieur. » Ok, bizarre. Et alors, Lino, il lui dit « Ouais, c'est ça, vous êtes le diable aussi. » Et là, le vieux, il dit très bizarre. Alors la meuf, elle commence à pleurer et elle se colle à Lino. Et Lino, il est pris d'une envie soudaine de lui dire qu'il l'aime. À ce moment-là, ça fait plus d'1h30 qu'on est dans l'ascenseur. Si les calculs sont bons, on n'a pas descendu d'un étage ou de 10 étages. On a descendu d'au moins 2 tours. On est quelque part genre à moins 66, moins 600. On sait pas. Mais en tout cas, l'ascenseur ne s'arrête pas et l'ambiance devient de pire en pire. Les personnages commencent à avoir envie de se tuer. Lino, il fait sa déclaration à la fille parce qu'il se dit que de toute façon, il va mourir. Et du coup, il lui la demande en mariage. Ça tombe bien parce que le vieux lève les mains et dit « Ah ben ça tombe bien, je suis aussi prête, je peux vous marier. » Alors, les deux, ils se mettent côte à côte. Ils sont prêts à s'embrasser. Le vieux lève les mains pour les bénir. Et l'ascenseur s'arrête net. 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 Et d'un seul coup, il se met à remonter. Mais il remonte pas si doucement. Il remonte hyper vite. Et alors Lino dit « Alors du coup, on pourra se revoir et tu veux toujours qu'on se marie ?» Et la meuf le repousse. Elle lui dit « Mais pourquoi tu m'agresses ? Je vais porter plainte. » Et l'ascenseur arrive 0 en moins de 2 minutes. Donc ils n'ont pas le temps de parler. Elle sort, elle le menace, elle lui dit qu'elle va aller porter plainte à la gendarmerie. Et donc du coup, Lino ne pourra jamais la voir, il est dépité et il se retourne pour voir le vieux et lui dire « T'as vu ce qu'elle vient de me faire ?» Mais le vieux, il est plus là. Il est plus dans l'ascenseur. Fin de la nouvelle. Qu'est-ce qu'elle vient de nous dire, cette nouvelle, à votre avis ? Waouh. Il y a tellement de sens possibles et... Moi, j'ai trop de questions, déjà. Ah oui. Elle est dingue, hein, cette nouvelle. Elle vient de nous dire plein de choses, cette nouvelle. Par contre, ça m'a donné envie d'en faire un court-métrage. Ça m'a donné envie de le faire en... Moi aussi, je me suis fait un petit film dans ma tête, c'était très agréable. Ouais. Ça veut dire que je l'ai bien raconté. Ça donne envie de le faire en petit court-métrage, tu vois. Cette nouvelle vient nous dire plein de choses. Elle vient nous dire que, déjà, on a tous un masque. Ça, on le sait, on a un masque en société. Et que, dans certaines situations, ce masque, il tombe et... Oui, bien sûr, ça nous rapproche, mais c'est aussi des moments qui sont un peu dangereux, puisqu'on en arrive vraiment à des extrémités face à la peur. À votre avis, et c'est la question que je voulais vous poser, dans cette nouvelle, c'est qui le monstre ? La valise. La valise ? L'ascenseur. L'ascenseur ? Non, moi j'aurais dit Lino lui-même. Lino ? Ouais, moi aussi, je serais plutôt de ton avis, je pense. Parce que on serait tenté de dire le vieux, mais... Bah, le vieux, c'est peut-être Satan, effectivement, oui. Mais moi, je pense pas. Je pense que ça se trouve, il y avait même pas de vieux depuis le début. Et moi, j'ai l'impression aussi que... Bon, alors c'est mon idée, hein, mais j'ai l'impression qu'ils sont tous monstrueux. Et l'ascenseur en premier, d'ailleurs, qui est, à mon avis, le personnage le plus monstrueux, parce que vraiment, il prend son temps, et c'est très sadique de prendre son temps quand on est un ascenseur. Je sais pas, faudra discuter avec les ascenseurs, mais... Dino, lui, bon, on peut dire qu'il est un monstre dans le sens où il y a quelque chose qui se réveille en lui, mais finalement c'est le seul qui garde encore un peu son humanité. Le vieux, il sait pourquoi l'ascenseur descend, parce qu'il le dit à un moment. Il dit non mais ça arrive souvent. Enfin, on verra. Enfin, il l'étise quoi. Et puis cette femme qui vient se rapprocher de Dino, qui lui dit qu'elle l'aime, et ensuite qu'elle le rejette, c'est un petit peu monstrueux aussi comme comportement. Vous trouvez pas ? Ouais. Donc il y a un peu de monstruosité en chacun de nous et en chaque chose, j'ai l'impression. En tout cas, moi, c'est ce que me dit cette nouvelle. Qu'est-ce que vous en avez pensé, à part ça ? Bah, j'ai pensé que c'était une histoire incroyable. Que ça m'aurait amené à la réflexion si j'avais pris le temps de la réécouter au moins 4 fois, parce que je suis peu doué dans cet exercice d'interpréter des histoires. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que tu as cette place-là dans la chronique et que moi j'en ai une autre. Oh, mais non. D'ailleurs, on prend toujours les mêmes places. Et je me suis fait la réflexion tout à l'heure. Je me suis dit, ce serait intéressant de changer de place. Ouais. Qu'on prenne la place du monstre de l'autre. Oh, un jour on le fera. Très bonne idée.
Ouais. Excellente idée. Et donc, dans cette idée de pouvoir comprendre ce qu'est un monstre et comprendre comment s'organisent les monstres et ce que sont réellement les monstres dans l'interprétation du monde et de notre grande philosophie humaine et de notre grand vécu humain, je me suis dit pourquoi pas ne pas les classer. Et donc, j'ai prévu des petites catégories de monstres que j'ai moi-même créées et je pense que j'ai dû faire des erreurs et vous verrez que certains monstres vont dans plusieurs catégories. Néanmoins, je vais vous les citer, je vais vous les expliquer, et ensuite je vous demanderai votre monstre préféré, et nous tenterons de comprendre ce qui vous fait le plus peur. Ok, oui, donc il y a le monstre préféré et le monstre dont on a plus peur, en gros. Peu importe, c'est pareil, Ok. à mon avis, parce que c'est le monstre qui te fascine. Ah, moi c'est deux réponses complètement différentes. Ah, c'est bien, ça va être intéressant. Alors, premier type de monstre, les monstres moraux. Les monstres moraux, ce sont les monstres qui sont les conséquences d'un abus moral. C'est-à-dire, par exemple, le Minotaure, vous connaissez le labyrinthe, le Minotaure. Bon, le Minotaure, c'est le fils de Pasiphae et de... Je ne sais plus. Enfin, c'est le fils de Minos et Pasiphae. C'est-à-dire que Pasiphae est une femme, Minos est un taureau. C'est donc le péché d'accouplement entre les hommes et les animaux. Ça nous donne le Minotaure. Frankenstein, qui est l'abus moral de la science sur la vie, qui nous donne Frankenstein. Ça, c'est le premier type de monstre. Donc ce sont des monstres qui sont des conséquences des péchés humains. Il y en a pas mal, comme ça on peut en trouver plein. Deuxième catégorie de monstres, les monstres que j'ai appelés les monstres archaïques. Alors là, c'est plus difficile à concevoir, mais ce sont les monstres du style le noir, l'inconsistance, l'inconscience, l'infini et le temps. Tous ces genres de monstres un petit peu bizarres. Des monstres impalpables. Pas qu'impalpables, parce qu'il y a d'autres catégories impalpables, mais là, c'est vraiment des monstres, d'enfants, quoi, des trucs très, 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 très vieux. Ensuite, les monstres communs. Les monstres communs, ce sont des monstres qui viennent se caler sur la réalité et qui viennent en bouger un tout petit bout pour rendre le truc étrange. Genre une araignée inquiétant. géante. Non. 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 C'est un truc réel, mais juste tu changes sa proportion, le truc devient monstrueux et. Freud en avait parlé et il appelait ça l'inquiétante étrangeté. Tu prends un objet que tu vois tous les jours et du jour au lendemain, tu sais pas pourquoi, mais il te semble différent, étrange et inquiétant. Moi, j'ai pris comme exemple, ce qui est mon monstre préféré d'ailleurs, les maisons. Et tu parlais tout à l'heure du fait que tu avais peur d'éteindre la lumière pour finir le couloir, et que parfois les maisons prennent ce ton un petit peu inquiétant, comme si tu la connaissais pas. C'est très étrange. Hein. Ouais. Il faut l'avoir vécu pour savoir de quoi il en retourne. Ensuite, les monstres d'angoisse. Donc, les monstres d'angoisse, ce sont des monstres qui prennent une angoisse en particulier et qui viennent la matérialiser dans le réel. Exemple, les vampires, avec l'angoisse de se faire dévorer. Les morts vivants, avec l'angoisse d'éternité, l'angoisse d'infini, etc. Le croque-mitaine, etc. Angoisse de dévoration, tout ça. Ensuite, les monstres phobogènes. Ah oui, les monstres phobogènes, ce sont des monstres qui viennent s'appuyer sur une phobie. Agoraphobie, la peur des foules, la claustrophobie, la peur d'être enfermé. Et oui, c'est un monstre aussi, être enfermé. Les monstres d'altérité pure. Alors, les monstres d'altérité pure, c'est un petit peu plus complexe à comprendre. Ce sont des monstres qui échappent complètement à notre réalisation et à notre conception. Comme exemple, il y a par exemple certains aliens, ou alors Cthulhu. Quelque chose qui est vraiment pas humain, ou ça, tu sais. Quelque chose qui est vraiment pas humain et dont on ne peut pas saisir ce qu'il est exactement. Les monstres alters égaux. Donc, dans les fantastiques, il y a le loup-garou, puisque c'est sa bestialité qui vient se réveiller. Et dans les packs fantastiques, il y a les tueurs en série, tout simplement. C'est-à-dire que ce sont d'autres nous, mais c'est d'autres nous qui sont des monstres. Ce qui vient questionner notre part de nous qui peut être un monstre. Et on en vient à la dernière catégorie, qui sont les monstres égaux, qui sont juste nous-mêmes. Notre peur de nous-mêmes ou d'être de mauvaises personnes. Okay. Et maintenant, j'écoute votre monstre préféré, ou celui que vous avez noté. Moi, j'en avais plein, j'ai eu du mal à choisir. Eh ben non, il faut choisir, Henri. Déjà, mon monstre préféré. Alors, j'ai eu du mal à choisir. Ah là, ça recommence, mais quel enfant, je te jure. J'avais soit le zombie. Ok. Voilà, mais plus pour le délire post-apo. Tout oui, ça. d'accord. Tu vois, c'est pas le truc infini, c'est plus le délire de je kiffe ça, tu vois, la fin du monde, machin. J'ai un peu envie au fond de moi qu'un jour il y ait une invasion de zombies. Oui, mais là, c'est un fantasme plutôt égotique.
Peut-être. Oui. Et sinon, mes monstres préférés, mais c'est plus pour leur symbolique ou leur esthétique, c'est tout ce qui est chimère, tu vois. Donc tu l'as dit, le centaure, des trucs comme ça, le minotaure, la chimère, genre le griffon. Après, il y en a qui sont pas vraiment monstrueux, tu vois. Il y en a qui sont plus comme une licorne. On peut pas dire qu'une licorne c'est un monstre, je pense pas. Bah si, vois. je pense qu'on peut. Ouais. Les dragons, effectivement, ce sont des monstres. Mais ce ne sont pas des monstres d'angoisse. Ouais. Ce sont des monstres justement de fascination, ce qui n'est Ok. pas encore pareil. Bah donc moi j'aurais ça aussi. Ouais, c'est un monstre positif du coup. Moi j'entendais plutôt monstre menaçant. Bah, dans ce cas, c'est celui qui me fait le plus peur. Oui. Et moi, dans ce cas, c'est plus ce qui est marin, pareil. Ah. C'est soit mégalodon, tu vois, genre un méga requin immense, tu vois, ou poulpe géant, calamar géant. Tu vois, l'image du calamar énorme qui enveloppe un bateau, qui prend son bateau avec toutes ses tentacules et tout le truc comme ça me... Ce qui revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au couloir, comme quoi t'as peur quand tu éteins la lumière, c'est plutôt que tu aurais plutôt peur du coup de ce qui est invisible, de ce qui, Peut-être parce que je suis pas à l'aise dans l'eau, tu vois. qui se terre dans l'ombre. J'ai un fond de thalassophobie, tu vois. Quand vraiment, dans le sud, je faisais beaucoup de trucs où je plongeais dans des cascades, des trucs et tout. Il y en avait où des fois j'avais quand même un masque, je regardais sous l'eau, je voyais même pas mes pieds, tu vois. Genre c'était noir au fond, tu vois. Et je suis pas en crise d'angoisse ou quoi, mais ça me met une petite palpite quand même, tu vois. Je vois tout à fait. Et je suis pas à l'aise avec ça parce que je suis pas dans mon élément en fait. J'ai moins peur des énormes animaux terrestres parce que je sais pas, dans mon inconscient, je peux quand même me dire que je peux quand même courir, grimper quelque part ou quoi. Dans l'eau t'es baisé quoi, tu peux rien faire. Face à un énorme requin ou tu vois, un calamar géant, ça me dégue un peu. Puis il y a ce côté aussi 8 bras qui tu sais, tu peux pas t'en défaire, t'es là, Voilà, j'ai un petit fond de claustrophobie aussi. Pas de petites pièces, mais d'être ligoté, tu sais. Ah oui. Genre D'accord. quand j'étais petit, mes frères qui me tenaient, tu sais, pour faire le truc du crachat là où ils me tenaient comme ça ou ligotaient un arbre ou quoi, je pétais un plomb. La tu vois. contention, c'est Ouais. terrible, ouais, Voilà. effectivement. Ok. Voilà. Donc il y a quelque chose de l'angoisse de l'invisible, de l'angoisse de quelque chose de tapis dans l'ombre, de menaçant, Ouais. qu'on voit pas. Ouais. Moi, je suis un peu comme Jawa et j'ai eu du mal à me positionner sur ta question. Parce que monstre préféré, c'est le préféré qui m'a dérangé. Je sais pas à quel niveau, qu'est-ce que je dois choisir. Est-ce que c'est le monstre qui me fait le plus marrer? Est-ce que c'est le monstre qui me terrifie le plus? Est-ce que c'est un monstre phobique? Du coup, quand tu m'as posé cette question de monstre préféré, j'ai failli atteindre un point Goldwyn. Je te dirais Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, tu vois, c'est un monstre. Et c'est, je pense, mon monstre préféré, tu vois, le monstre que je prends le plus de plaisir à détester. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est trop marrant comme réponse. Mais si je dois parler d'un monstre beaucoup plus phobique, je te dirais la peur de l'enfermement. Le fait qu'on me prive de ma liberté, c'est quelque chose qui me terrifie. Et je pense que c'est ça mon plus grand monstre, puisque ça a changé ma vie. Il y a plein de choix. À la base, mon envie de devenir un grand narcotrafiquant international. Je pense que j'ai réfréné ces envies de profession par cette peur irrationnelle d'être enfermé. Après, t'es quand même enfermé au stud. Hein. Oui, mais j'en sors quand j'en veux. Ouais. Alors qu'à Fresnes, va te faire un stud. Il va être sympa ton 9 mètres carrés. Alors effectivement, et c'est marrant parce que vous avez plutôt choisi du coup des monstres qui sont très inconsistants, des choses finalement plutôt conceptuelles que monstrueux. On a plus de lumière. Petite On a- ambiance. Bon, Ouais. c'est très bien. Je pense qu'on va finir le podcast comme ça, en plus. Bon, les gars, moi en tout cas ça m'a fait plaisir de parler de monstres avec vous. Et ouais, moi effectivement c'est plutôt les maisons, les choses comme ça, les trucs un peu inquiétantes étrangetés, on peut dire ça. Les choses qu'on saisit et puis qu'on saisit pas. En tout cas, c'était ma chronique. Je suis content de vous avoir vu. J'espère que je vous ai fait réfléchir un peu sur le monstre qui sommeille en vous et sur les monstres qui vous guettent et ceux que vous évitez et ceux que vous pourriez devenir. Faites attention. C'est Allez, vrai. bisous. Quelle fin de chronique terrible. Ouais. On finit cette chronique dans le noir. J'espère que vous n'avez pas peur du noir ou des monstres qui se terrent dans le noir. Thank you.